Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Les 20 et 27 juin prochains, nous votons pour élire nos conseillers régionaux et départementaux. Et la région et ses ténors politiques font de l'ombre à ces élections départementales. Pourtant, le département, c'est notre quotidien. C'est lui qui entretient les routes que nous utilisons, qui entretient aussi les collèges dans lesquels nos enfants sont scolarisés. C'est lui surtout qui intervient dans le domaine social. Protection de l'enfance, handicap, personnes âgées, RSA, c'est même devenu son principal budget. Avec de nombreux reportages et notre invité, l'universitaire Martine Long, spécialiste des collectivités locales, nous allons vous expliquer à quoi sert le département, quel est son rôle alors qu'on annonce sa disparition depuis des années. Le département mode d'emploi, c'est tout de suite dans Dimanche en politique. Martine Long, bonjour. Vous êtes enseignante, vous êtes professeure de droit à l'Université d'Angers et votre spécialité, ce sont les collectivités locales. C'est même le département, votre spécialité. Avec vous, on va faire de la pédagogie aujourd'hui pour nos téléspectateurs, expliquer quelle est la place, quels sont les champs d'action du département. On va commencer par quelques rappels historiques. Comment est né le département et au moment de sa naissance, il servait à quoi ? Oui, bonjour, tout d'abord. Alors le département, son origine remonte à la Révolution française. Effectivement, il est né par un décret du 22 décembre 1789 qui a découpé la France en 83 départements avec un objectif tout d'abord de casser les provinces d'Ancien Régime et d'autre part de mettre en place des unités administratives homogènes sur l'ensemble du territoire. Que tout le monde soit à égalité, c'était ça l'objectif. Voilà, l'objectif c'était cela. Et au départ, c'est vrai que c'était une circonscription de l'État. Ce n'est qu'au fil du temps qu'on va avoir la dualité, d'un côté la circonscription de l'État, puis ensuite le département qui va avoir la personnalité morale et qui va aussi devenir une collectivité territoriale. Donc on a la particularité à cet échelon, effectivement, d'avoir ces deux entités. 1983, c'est un grand changement. Le département devient une entité à part entière. Tout à fait, puisqu'il faut savoir quand même que jusqu'à la loi du 2 mars 1982, la loi de décentralisation, le préfet exécutait les délibérations du département. Alors en 82, on va transférer cet exécutif au président du conseil général à l'époque, élu, et on va transférer des compétences de l'État au département, vous l'avez souligné, notamment les collèges et l'aide et l'action sociale. C'est là qu'il prend du poids. Il prend du poids, mais avec une difficulté quand même pour s'abstraire totalement quand même du contrôle de l'État. On va le revoir dans les différentes compétences dont on va parler. On a beaucoup parlé, notamment sur la dernière loi de décentralisation, la réforme territoriale, de la disparition des départements. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ? Alors, c'est une question difficile, puisqu'effectivement, la disparition du département a été évoquée dans le rapport Attali en 2008. Elle est revenue à l'ordre du jour dans le projet de loi NOTRe initial avec Manuel Valls en 2014. C'est récurrent, en fait, comme question. C'est récurrent, voilà. Mais le département est toujours là. Le département est toujours là. Alors, ce que l'on peut dire, il est quand même fragilisé, puisqu'on lui a quand même enlevé un certain nombre de compétences, les transports scolaires qui ont été transférés à la région. Lorsqu'il y a des métropoles, il y a des transferts automatiques de compétences de la métropole au département. Donc c'est quand même sa survie qui est en question, selon vous ? Voilà, c'est quand même, rien n'est jamais acquis et on voit que même s'il a prouvé sa légitimité d'action, notamment dans les grandes régions recomposées et face à la crise sanitaire, c'est un échelon de proximité intermédiaire qui est important et les gens s'identifient quand même dans cet échelon. Mais c'est vrai qu'avec la montée en puissance des intercommunalités, la question reste quand même toujours d'actualité. On va maintenant s'intéresser au champ d'action du département et on va le voir, le département intervient dans notre quotidien. Le social, les solidarités, des politiques majeures pour cette collectivité. Elles représentent plus de 60% du budget d'un département. Parmi ces interventions, la protection de l'enfance, sans doute la plus compliquée à mettre en œuvre, comme nous l'explique Jérémy Armand dans le Maine-et-Loire.
Bonjour, la protection de l'enfance est un sujet majeur dans cette campagne des départementales dans le Maine-et-Loire, notamment depuis une réorganisation controversée décidée ces dernières années. Dans le département, un peu plus de 2000 mineurs font l'objet d'une mesure de placement décidée par le juge des enfants. Des enfants confiés à des familles d'accueil ou dans des foyers. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage d'Éric Aubron et Gwenaëlle Riet. En périphérie d'Angers, le village Saint-Exupéry est le foyer de l'enfance géré par le département, les autres structures étant déléguées à des associations. Ici, la vie s'organise par petits groupes. Des pièces communes aux chambres, chaque îlot est sous la direction d'une maîtresse de maison qui s'efforce de redonner un cadre à la dizaine de résidents. Je vais gérer toute la logistique, que personne ne manque de rien, qu'il y ait du lait dans le bol, du dentifrice sur la brosse à dents, des vêtements dans l'armoire, jusqu'à la casquette quand il fait beau. 140 mineurs sont accueillis dans cet établissement et cela peut aller des premiers mois de la vie en pouponnière jusqu'à l'âge de 14 ans. Carence éducative, violence familiale, le plus souvent une décision judiciaire conduit à ce placement qui dure généralement plusieurs années. Les enfants sont confiés au président du département. Par contre, la plupart des parents conservent leur autorité parentale. Donc nous devons systématiquement, lorsque nous avons des actions, notamment dans leur parcours de soins, solliciter le parent pour obtenir son accord. Selon les situations, ce long suivi éducatif et médical passe par la reconstruction du lien parent-enfant, à travers des visites d'1 heure encadrées par une médiatrice. C'est un travail d'observation au niveau du verbal et du non-verbal. Les attitudes de l'enfant vont venir m'interpeller sur comment il se sent à un moment donné, selon ce que le parent va lui adresser. C'est un travail de dentelle, ça prend du temps en fait. Ce sont des enfants qui ont beaucoup souffert et le lien de confiance à restaurer est très long. Est-ce qu'il est bon ton gâteau? C'est Tom qui a fait le gâteau ce matin, les gars. Depuis une dizaine d'années, Séverine et Mickaël sont famille d'accueil. Eux aussi ont ouvert leurs portes à des jeunes confiés par le département. 3 résident sous leur toit de façon permanente et les 2 autres places dont ils disposent pour relayer des collègues servent de plus en plus pour des situations d'urgence. Des enfants qui évoluent ici dans un cadre différent. Je dis souvent que je fais mon métier d'EduxP à la maison. Mais le à la maison a tout son sens. Parce que y a notre famille, nos enfants, notre maison, notre chien, enfin tout le quotidien, quoi, qui est vraiment notre support, notre famille. Assistant familial, c'est un métier en soi, hein, c'est pas une occupation, c'est pas. Il y a des jeunes qui ont besoin de nous aussi, donc voilà, on est là pour donner aussi ce qu'on peut leur rapporter en fait. On apporte à nos enfants, on apporte aux enfants qu'on accueille. Qui est-ce? Qui est-il? Devoirs, activités, préparation des repas, pour ce couple salarié de la collectivité, c'est toute une organisation et un équilibre à trouver au quotidien. Il n'y a aucun jour qui ressemble à un autre. Là, ça va, la soirée se passe bien, mais un enfant qui arrive en urgence, qui déstabilise totalement le groupe qui est déjà présent, c'est pas toujours rose. Alors heureusement, ça reste, c'est pas tous les jours, hein. Mais il peut y avoir des gros états de tension dans notre travail. Dans le Maine-et-Loire, 40% des enfants évoluent en famille d'accueil. Le département voudrait amplifier cette solution, moins onéreuse pour la collectivité. Donc on a vu dans ce reportage 2 modes d'accueil, les centres ou les foyers et les familles d'accueil. Martine Long, c'est un équilibre difficile à trouver pour un département? Oui, c'est d'autant plus un équilibre difficile à trouver que, comme vous l'avez dit, on travaille avec des partenaires. C'est vrai que sur les établissements, la majorité sont des structures qui sont gérées par des associations. Pour quelle raison? Pour faire des économies? Parce que ça coûte trop cher à un département, il doit déléguer? Non, je pense qu'il y a une histoire des territoires et le fait qu'effectivement, ce sont les associations qui se sont investies sur ce secteur-là et qu'il y a des partenariats qui se sont mis en place et voilà, qui ont perduré au fil du temps. Alors c'est vrai que sur le Maine-et-Loire, il y a eu un souci effectivement de revoir un peu, remettre à plat un petit peu les partenariats. La Chambre régionale des comptes avait déjà demandé d'avoir un contrôle un peu plus effectif et on voit qu'effectivement, le compte n'y est pas. C'est même un sujet très très sensible et comme le disait Jérémy Armand, ça sera au cœur des élections départementales. Témoin, ces propos recueillis par Éric Aubron, c'est un témoignage anonyme.
On a une demande de placement qui s'agrandit énormément et aujourd'hui on se retrouve avec une situation qui est complètement saturée où il y a en moyenne à peu près 80 enfants qui attendent des lieux de placement alors que le juge a ordonné ces placements. L'aide sociale à l'enfance n'est plus en mesure effectivement de proposer une offre d'accueil adaptée. Tout ce qu'on ne fait pas maintenant pour l'aide sociale à l'enfance, c'est comme dans l'écologie, on va se retrouver dans 5-10 ans avec une situation qui sera encore plus grave. La protection de l'enfance, c'est aussi catastrophique que le dit cette personne qui a voulu rester anonyme? Oui, effectivement, on sait très bien qu'il y a des décisions de justice qui disent que cet enfant est en danger dans la famille et il n'y a pas de solution de placement. Donc effectivement, la question c'est qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. C'est vrai que le social en général est aujourd'hui dominé par des enjeux gestionnaires avant des enjeux humains. On ne parle pas d'investissement social, on parle toujours de poids financier. Et c'est quand même dommage parce que derrière, effectivement, ce sont des jeunes à qui on doit offrir un avenir et également des perspectives sociétales globales. Alors la grosse difficulté en plus, c'est que cette demande sociale, elle explose littéralement, alors que les dotations de l'État sont en baisse, c'est ce que soulignent les présidents de département. Alors c'est vrai que oui, le département, il a quasiment plus d'autonomie fiscale puisqu'on lui a enlevé le dernier impôt sur lequel il avait un pouvoir fiscal, c'est la taxe foncière sur le bâti qui a été transférée au bloc communal. Donc le reste, effectivement, les ressources, c'est les droits de mutation. Avec la crise, les départements n'ont pas été tous égaux. C'est une taxe sur les contrats d'assurance et des dotations de l'État. Donc effectivement, le compte n'y est pas avec des dépenses qui augmentent. Vous avez évoqué en début le revenu de solidarité active. On sait qu'on a une augmentation entre 8 et 10% du nombre de bénéficiaires liés à la crise sanitaire. Il y a aussi les allocations adultes handicapés. Et en fait, toutes ces aides, le montant est fixé par l'État. Le département, il n'a aucune autonomie, aucune liberté sur ce dossier. Est-ce que finalement, c'est devenu le guichet d'aide sociale des aides de l'État ? Alors, il y a ce côté, effectivement, prestataire de l'État sur le volet social. Alors, il a quand même des petites marges de manœuvre, puisqu'on voit quand même que, par exemple, la Vendée consacre 44% de son budget au social, le Maine-et-Loire, c'est 67%. Ça veut dire quand même qu'il y a des différences dans les politiques mises en œuvre. Il y a quand même des marges de latitude, par exemple, sur le volet insertion du RSA, sur le déploiement des politiques. Donc, et c'est là qu'on fait le distinguo voilà. Entre une politique de gauche et une politique de droite, c'est ce que vous nous dites aussi ? Oui, alors après, je ne dis pas qu'il y a des départements moins actifs que d'autres, mais il y a des enjeux, effectivement, on va appuyer sur certains points dans certains départements et sur d'autres dans d'autres, effectivement. Après le social et les solidarités, le second budget, le plus important d'un département, eh bien, ce sont les collèges, leur construction, leur entretien, leur équipement, avec des centaines d'employés, comme nous l'explique Kanwaljit Singh en Vendée. En Vendée, on compte 34 collèges publics. Et si le personnel enseignant dépend de l'éducation nationale, les établissements sont de la compétence du département. C'est même l'une des principales pour assurer leur bon fonctionnement, leur entretien ou encore la préparation des repas. Le département emploie des agents, des salariés qui travaillent souvent dans l'ombre. Et aujourd'hui, nous vous emmenons à leur rencontre. 8 heures, les élèves profitent des dernières minutes avant le début des cours. Mais derrière certaines portes, le travail a déjà commencé depuis plusieurs heures. C'est le cas de cet agent d'entretien qui nettoie minutieusement cette salle de classe. Une tâche qu'elle répète depuis 2 ans ici et qui a encore plus d'importance aujourd'hui. C'est une responsabilité parce que c'est un peu aussi nous qui désinfectons les tables, les chaises et tout. Alors il faut faire en sorte que ça soit propre, que ça soit bien désinfecté parce que les élèves passent. Moi aussi, j'ai une enfant, elle a 14 ans. Je fais ce que moi, je voudrais que on fasse pour ma fille aussi. Elle est salariée du département, comme beaucoup d'autres employés au sein de l'établissement. Oui, bonjour. T'es en retard ? Ah bah, je t'ouvre. Les 1000 collégiens ici ne le croisent presque jamais, et pourtant tout passe par cet agent d'accueil, gardien des locaux. C'est vrai que c'est un métier qui est un peu dans l'ombre, on va dire, quoi, qui est pas connu. J'ai une autre mission, c'est l'ouverture des portes le matin et la fermeture de tout le collège le soir, ainsi que la mise sous alarme du collège. Un autre métier de l'ombre, celui d'agent de maintenance. Électricité, plomberie, réparation en tout genre dans le bâtiment, rien ne lui résiste. Donc là, je répare la pâte qui a été cassée.
par une personne qui a dû cogner dans le sphincter. Il faut être polyvalent, il faut faire beaucoup de choses. Il faut arriver à dépanner pour éviter de faire appeler aux entreprises extérieures qui ont un coût. La polyvalence est sans doute la qualité principale d'un agent. Cet employé s'occupe du linge en plein milieu du collège et c'est loin d'être sa seule tâche de la journée. J'ai un escalier à faire, après je fais la lingerie pendant 2 heures et après à 11h30 je vais à la plonge et après nettoyage du réfectoire. Les agents départementaux des collèges gagnent en moyenne 1 600 € net pour 42 heures de travail par semaine. Tous ont droit aux vacances scolaires. Tu vais te mettre en plateau, comme hier. Le chef de cuisine de cet autre collège bénéficiait déjà des mêmes conditions lorsqu'il était salarié de l'Éducation nationale. Depuis la décentralisation, la proximité avec son nouvel employeur joue sur la qualité de son travail et des 600 repas qu'il sert ici. Alors déjà au niveau des aliments, on a des circuits locaux, circuits courts, on travaille avec du bio, on fait travailler des autres entreprises vendéennes et en plus maintenant on a du matériel qu'on n'avait pas avant, qui est plus performant et qui va encore évoluer. En Vendée, un 35e collège public verra le jour en 2022 avec des créations de postes d'agents. Mais le département doit faire face à une autre problématique du territoire, celui du sureffectif des élèves. Martine Long, est-ce que les bâtiments sont mieux entretenus, mieux équipés depuis que le département le prend en charge ? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que les départements consacrent en moyenne 10 fois plus que ce que l'État consacrait au collège lorsqu'il les gérait. Donc c'est mieux. Donc il y a eu un investissement, c'est clair, hein, sur cette compétence. Après, effectivement, il y a aussi, et c'est évoqué, la démographie. Hein. En 2019, c'est de mémoire 28 000 enfants qui ont été inscrits en plus dans les collèges. Donc on voit que derrière, effectivement, il faut suivre. Alors la difficulté aussi, moi je trouve, c'est que la carte scolaire dépend de l'État. Et on voit bien quand même que là-dessus, on a 2 acteurs et que ça pose quand même des soucis sur les constructions en milieu rural, sur la mixité sociale en milieu urbain. Et donc, c'est comment on arrive effectivement à avoir une vision globale et là aussi basée autour de l'enfant. Et il faudrait plus de liberté et d'autonomie au département, là aussi, dans ce domaine ? Oui, et puis moi, je trouve qu'il faudrait un continuum. Le département, il est compétent sur la petite enfance, sur la protection maternelle et infantile, sur la protection de l'enfance, et il a les collèges. Et il faudrait vraiment avoir une vision globale. Si le département a une légitimité, moi je trouve que c'est autour de cette compétence petite enfance, enfance, jeunesse, où il y a des choses à construire, la citoyenneté de demain, c'est quand même une compétence. Aller jusqu'au bout de la logique, c'est ce que vous dites. Voilà. Un département, c'est aussi un territoire, et le maillage de ce territoire, il se fait notamment sur le réseau routier. Qui gère ce réseau, les routes, les ouvrages d'art, la sécurité ? La réponse avec Pierre-Éric Cali en Mayenne. Bonjour, le réseau routier en Mayenne fait 8400 km, dont un peu plus de la moitié à la charge des communes, de l'État et sur les autoroutes de concession privée. Reste au département à superviser et entretenir 3700 km, avec parfois la construction de nouvelles routes, de nouveaux ponts ou de viaducs, ce qu'on appelle les ouvrages d'art, comme celui que l'on voit derrière moi. Cela fait presque 30 ans que la Mayenne n'avait pas construit de pont. Alors ce viaduc de la Rocade de Château-Gontier, financé aussi par la région et la ville, c'est un gros morceau. Il a fallu plus de 12 ans pour achever ce projet. La conduite d'opération consiste à organiser, on va dire, toute la vie de l'opération. Passer les marchés pour avoir les titulaires de la construction du viaduc, avoir des relations avec les prestataires, avec des riverains, s'occuper du foncier, c'est une mission à part entière pour le département. C'est à Laval que se trouve le centre névralgique du service des routes et des rivières. Les principaux ateliers sont là, le stockage, l'administration et même ce laboratoire où l'on contrôle les matériaux. Donc mon collègue actuellement est en train de laver des sols prélevés dans un champ qui accueillera bientôt une route. Et donc on garde les caractéristiques du sol présent pour pouvoir dimensionner la future chaussée. Et c'est tout le territoire qui est quadrillé, comme ici à Port-Briet, une dizaine d'agents dans cette petite unité qui intervient toute l'année.
Essentiellement, c'est tout ce qui est patrouille. Donc patrouille, on parle de la route, mais aussi on parle des dépendances vertes, des dépendances bleues, c'est-à-dire des ouvrages d'art, des fossés, des accotements. Ça va concerner le fauchage et l'agage sur les saisons de printemps et d'automne. Et puis la surveillance permanente de la voirie, les réparations, sans oublier la signalisation, avec par exemple cette mission qui paraît simple, pourtant essentielle, le nettoyage de tous les panneaux. C'est une fois par an. C'est important d'avoir évidemment... oui, c'est important parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais des fois ils sont ouverts en fait par la mousse, donc pour que ça reflète bien, il faut que ça soit propre. Est-ce que vous êtes respecté par les conducteurs qui vous croisent, qui vous frôlent? Sincèrement? Oui. Non. C'est vrai, les véhicules ne ralentissent pas souvent. Voilà donc une charge de plus, la sécurisation, notamment surveillée par ce patrouilleur. Alors vous êtes un ancien de la DDE? Oui, c'est ça, oui, je suis rentré en 2001. On était DDE au centre de Port-Briet aussi. Donc maintenant vous êtes département? Département de la Mayenne, oui, depuis 2007. Je suis agent de maîtrise, donc mon quotidien c'est de surveiller mon réseau et puis de relever tous les défauts, quoi. Et puis on fait remonter aux équipes pour qu'on intervienne au plus tôt possible, quoi. Pour cette année, le budget global du département est de 358 millions d'euros, dont 87 d'investissement, avec en tête les travaux routiers pour 29 millions d'euros. Alors nous avons environ 230 agents sur le département. Ils sont répartis sur le terrain, on en a à peu près 110, 120. On a une organisation qui est territoriale, donc le département est découpé en 3 secteurs, nord, centre et sud. On imagine qu'il y a des périodes particulières d'activité, où il y a plus d'activité pour vos équipes. Effectivement, on est surtout conditionné pour les conditions de circulation, notamment pour la viabilité hivernale, qui est un vecteur important dans le dimensionnement de la flotte, qui nous permet après, en période estivale, de déployer nos efforts sur l'entretien. Et effectivement, on privilégie les travaux de préservation du patrimoine en faisant des travaux d'enrobés, principalement l'été ou dans des périodes de vacances scolaires pour limiter la gêne aux usagers. Alors, les routes, elles sont départementales, elles sont aussi communales, elles sont aussi nationales. Bref, c'est compliqué. Martine Long, est-ce que c'est l'illustration, les routes, du millefeuille et des différentes strates des collectivités locales ? Oui, en partie, parce qu'on sait d'ailleurs que ça ne va pas s'améliorer, puisqu'on parle aussi d'une expérimentation, d'un transfert aux régions. Oui, puis il faut savoir que les routes ont été transférées au département en 2004 et ils n'étaient pas forcément demandeurs. Il y a eu beaucoup de contentieux sur l'évaluation des charges, notamment dans des départements ruraux où les routes n'avaient pas été suffisamment entretenues par l'État. Et c'est les départements qui se sont retrouvés à la manœuvre, là aussi, avec le budget que cela comprend, hein. On voit qu'il y a là aussi budgétairement des différences d'un département à l'autre, hein, c'est à peu près de 1 à 3. Donc, et dans les politiques qui peuvent être menées aussi avec des départements qui mettent en avant tout ce qui est véloroute, budget vert. Donc là aussi, il y a un vecteur quand même de politique locale intéressant. Rapidement, hein, on l'a vu, les principales compétences là, du département, mais le département, il investit aussi à la marge dans le tourisme, dans le patrimoine. C'est quoi sa ligne directrice? Ça reste le territoire? Oui, je pense que ce qui fait sa légitimité, c'est la solidarité à la fois territoriale et sociale. C'est venir en aide effectivement aux petites communes et assurer un équilibre du territoire avec le schéma, par exemple, départemental d'accès aux services publics et les aides sociales qui restent quand même une compétence primordiale pour le territoire. Donc solidarité et territoire. Ces élections départementales, eh bien, ce sont aussi des enjeux et des équilibres politiques. 5 départements dans notre région, 4 sont à droite, un département est à gauche et 2 présidents de départements qui ne se représentent pas, celui de la Loire-Atlantique et celui de la Vendée. Doit-on s'attendre à des surprises? Les réponses avec notre politologue Arnaud Leclerc. C'est un entretien réalisé par Virginie Charbonneau. Bonjour Arnaud Leclerc. Bonjour. Si on regarde les Pays de la Loire, il y a 4 départements à droite, un département à gauche. Est-ce que ça risque de changer? D'une manière générale, des élections départementales, c'est plutôt des élections où il y a une prime au sortant importante. Donc normalement, c'est plutôt une reconduction. Mais ici ou là, il peut y avoir une conjoncture qui peut introduire une forme de transition. Et c'est le cas pour les Pays de la Loire. Au moins en Loire-Atlantique, il y a un vrai risque de bascule.
Parce que le président sortant, Philippe Grosvalet, ne se représente pas. Et Oui. ça, on sait que ça peut forcément changer la donne. Bien sûr, c'est un des facteurs. Le fait que le président change et que l'incarnation... Alors ça ouvre une période de transition, mais c'est pas le seul. Il y a aussi le fait que la gauche recule dans la région depuis maintenant pas mal d'années, et notamment le Parti socialiste qui dirige le conseil départemental. Donc ça, c'est un élément. Et puis, il suffit d'un seul canton qui bascule pour que En ça puisse se Loire-Atlantique, faire. c'est le cas. C'est-à-dire Donc, que voilà. Philippe Donc- Grosvalet va la remporter d'un seul canton. Donc évidemment, ça devient très très accessible lorsque c'est juste sur une situation où ça se joue. On va parler des présidents sortants qui ne se représentent pas. C'est aussi le cas d'Yvo Vinet en Vendée. Est-ce que là, eh bien, ça peut aussi changer la donne avec une bascule éventuelle, ce qu'on n'aurait jamais vu en Vendée? Non, ça c'est tout à fait impossible parce que pour le coup, le conseil départemental est très ancré à droite et il le sera encore. On vient de parler de 2 présidents sortants qui ne se représentent pas et qui ont créé la surprise. Et il y a eu presque une autre surprise dans l'autre sens, c'est dans le Maine-et-Loire. Christian Gillet, qui avait laissé entendre il y a un peu plus d'1 an qu'il ne repartirait pas, eh bien si, finalement. Est-ce que ça peut pénaliser la droite et le centre dans ce département? Encore une fois, le département à droite, il le restera. Il n'y a aucune bascule possible. Mais par contre, il y a des tensions à l'intérieur de cette majorité entre le président actuel et l'ancien président, Christophe Béchu, devenu maire d'Angers et qui exerce une forme de pression en mettant une série de candidats qui lui sont proches pour essayer de contrôler cette zone contre Christian Gillet. Donc effectivement, il y a une bascule, entre guillemets, de chef à l'intérieur de la même majorité qui est possible. Et puis il y a 2 autres départements, c'est la Mayenne, la Sarthe. Est-ce que là, c'est à scruter aussi avec intérêt et en tout cas avec suspense? Alors en Mayenne, il y a très peu d'enjeux. Le département est historiquement ancré à droite depuis fort longtemps, dans une droite d'ailleurs très modérée. Ce sera encore le cas. Il y a très peu d'enjeux à cet endroit-là. Donc Olivier Richefou est plutôt tranquille? Oui, c'est une situation très tranquille. En Sarthe, c'est un peu plus compliqué parce que l'équilibre entre... en tous les cas, la gauche proclame la possibilité de faire une bascule, ce qui est en réalité... La barre est haute, il faut gagner 3 cantons, c'est beaucoup. Et à mon avis, la probabilité la plus importante, c'est quand même que la droite demeure à la tête du département. Est-ce qu'on peut aussi redouter pour ces élections une abstention encore plus forte qu'en 2015? C'était 49,2% en Pays de la Loire. Je dirais qu'elle est presque certaine. C'est-à-dire que ce sont des élections qui, depuis très longtemps, ont du mal à attirer des électeurs. Mais maintenant, on est en situation de pandémie. On a bien vu lors de la municipale que ça avait un impact très fort. Il y a une très grande probabilité pour que ce soit le cas. Tous les indicateurs que nous avons, y compris nationaux, nous montrent qu'on va vers une abstention record. Merci Arnaud Leclerc pour cette analyse. Martine Long, des élections dans un contexte de déconfinement, est-ce qu'effectivement il faut craindre une abstention massive, comme le dit Arnaud Leclerc? Oui, je pense qu'à la fois la date, fin juin, et quand même la période sanitaire fait qu'on peut craindre effectivement une abstention. Puis ce n'est pas des élections qui naturellement incitent beaucoup à voter. Heureusement, elles sont couplées avec les régionales, c'est ce que vous vous dites? Oui, c'est souvent le cas, malheureusement, je dirais, parce que je pense que le département aurait une visibilité à défendre en tant qu'entité et justement sur ses compétences, mais souvent, effectivement, le couple avec une autre élection pour éviter... effectivement, des abstentions. Que l'abstention ne soit encore plus vaste. Merci Martine Long d'avoir fait œuvre de pédagogie pendant toute cette émission. La semaine prochaine, rebelote, nous parlerons des compétences de la région cette fois, là aussi avec beaucoup de pédagogie. Et nous parlerons aussi politique avec des candidats qui sont en campagne et un scrutin qui s'annonce très incertain dans notre région des Pays de la Loire. Tout de suite, le journal régional. Très bonne semaine politique. À la semaine prochaine.